Donc, alors, bonjour et bienvenue donc à ce petit webinaire du 25 novembre 2020. Alors, comme toujours, vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les écrire dans le chat ou encore peut-être le faire par vidéo quand on sera dans cette étape-là. La première étape va être un petit enseignement, un petit truc, rien de compliqué. Je vous présente à toute la zone revue que moi j'aime beaucoup. Si vous ne la connaissez pas, ça peut être intéressant pour vous de la découvrir. Je ne sais pas si vous allez le voir, parce que non, peut-être à l'envers, mais bon. Je vais vous nommer le nom de la revue, c'est Cerveau, Sciences et Conscience. Alors, ceux qui aiment la physique quantique, qui aiment les neurosciences, moi, je trouve que c'est une revue la plus intéressante actuellement qui existe en France et par le fait même au Québec aussi, parce qu'au Québec, il n'y a pas vraiment beaucoup de revues qui vont à ce thème-là. Et même en France, c'est un thème. Et c'est une compagnie, moi, à chaque fois que je vais en France, je m'achète la revue presque aveuglément parce que chaque fois, je trouve un article ou deux articles, des recherches, des choses comme ça qui sont intéressantes. Alors, pour mon travail à moi, ben, je me sens un petit peu à la fine pointe grâce à cette revue-là. Donc, Cerveau, Sciences et Conscience. C'est une revue qui a plusieurs numéros passés. Puis, ils ont également d'autres thèmes. C'est une revue qui a plusieurs, en fait, ils ont plusieurs publications qui sortent et je suis incapable de comprendre comment ils fonctionnent. À chaque fois, j'arrive en France ou même des fois au Québec, comme celle-là, je l'achète au Québec. Alors, ça arrive qu'on puisse les trouver au Québec aussi. Mais il y a plusieurs thèmes, comme là, il y a Cerveau, Sciences et Conscience, c'est une revue. Mais vous avez une autre revue qui s'appelle Cerveau et physique quantique, qui est une autre revue qui a dans le même style, qui est très intéressante aussi. Et je sais qu'il y a d'autres revues également. Vous voyez, comme Science et Conscience, en est une autre. Vous voyez, il y a trois revues que j'ai nommées déjà comme ça. Et c'est très, très intéressant. C'est difficile à savoir quand est-ce que les journaux, les revues sortent, mais c'est là-dessus que je me suis inspiré pour vous parler un petit peu de cette petite recherche d'un physicien qui a écrit un livre en anglais qui dit, attendez, c'est Living in Flow, c'est-à-dire vivre dans le flow. Alors, c'est un physicien qui s'est intéressé donc au principe de la synchronicité et je vais vous en parler un petit peu comme ça pour commencer, puis ça va vous permettre de pouvoir vous mettre dans le flux d'action. Alors, vivre dans le flux en 6 étapes, c'était pas ça le titre que j'avais annoncé dans le petit mail, mais bon, on va dire ça comme ça. On dit que c'est un peu improvisé, mais ça vous permet à vous, sur les questions, de pouvoir m'en faire part. Donc, première chose que j'avais envie de vous parler, c'est que, en fin de compte, ce monsieur-là amène, j'ai pas lu le livre, je me suis inspiré vraiment de ce qui était écrit dans la revue, mais ça m'a dit, ah, ben, pourquoi pas. La première chose que j'aimerais peut-être vous parler par rapport à ça, c'est que ce monsieur s'est intéressé justement à essayer de comprendre euh, ce qu'on pourrait appeler finalement la destinée. On va l'appeler comme ça, ou la synchronicité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va, par exemple, arriver à concrétiser ses objectifs de vie alors que d'autres n'y parviennent pas? On va explorer ça ensemble. Euh, donc, la première chose que je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire que moi, je suis un corps physique de chair et d'os, j'ai de la lumière qui absorbe et qui remet de la lumière, hein, c'est un champ énergétique lumineux qui émane de mon être. Ce champ énergétique-là, c'est quoi? C'est le rayonnement biolumineux de mes cellules. Donc, vous voyez que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on doit vraiment comprendre que c'est un reflet de notre potentiel santé. Alors ça, c'est une première chose. Et dans ce rayonnement biolumineux, on pourrait dire qu'il y a de l'information qui circule dans la lumière. Cette information, quand on utilise la pleine conscience intuitive, tant une pratique personnelle qu'une pratique d'un partenaire, on va constater que cette lumière-là est animée par une conscience. Et quand on commence à regarder cette conscience-là, des fois, on va découvrir qu'il y a plein de choses dans cette conscience-là. C'est une espèce d'information assez vaste et assez complexe. On va retrouver des événements de notre propre passé avec lesquels on n'est pas nécessairement en harmonie. On va retrouver également des événements de notre histoire familiale, donc de nos ancêtres, de nos grands-parents, etc. On peut retrouver également des mémoires d'autres vies qui sont en résonance avec ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on a vécu une souffrance X, ben, il y a une résonance avec une mémoire d'autres vies qui peut exister aussi. Donc, vous voyez que dans le champ énergétique, il y a cet ensemble d'informations-là. Bien sûr, en plus de ça, il y a de l'information au niveau de l'état énergétique des organes et des cellules du corps. Donc, on peut observer par le rayonnement biolumineux le niveau de santé qu'un organe peut avoir. Donc, vous voyez que dans le champ énergétique, on peut trouver quand même une certaine somme d'informations. Et en plus de ça, on va découvrir que dans ce champ énergétique-là, il y a un potentiel qu'on appelle le potentiel futur. Alors, plus je suis rigide et fermé dans ma conscience, plus on pourrait dire que la destinée existe. Pourquoi? Parce que la destinée, c'est quoi? C'est un ensemble
d'événements passés, présents, un ensemble d'événements de mon passé, de mon histoire personnelle à moi, de mon histoire familiale, de mémoire d'autres vies, qui vont faire que je vais construire une façon de voir ma réalité présente qui va être complètement colorée par mon passé, qui explique finalement quand on dit la destinée existe, on pourrait dire que la destinée existe dans la mesure où quelqu'un a complètement cette vision fermée vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire que lui, à quelque part, tout est complètement rigidifié dans son histoire passée, et cette rigidité-là l'amène très clairement à faire certains comportements sans se remettre en question. Il y a une certaine époque, hein, il y a quelques centaines d'années, pour avoir ça comme ça, et encore peut-être encore récemment, on avait cette vision de la destinée qui était beaucoup plus forte parce que justement, la vie allait moins vite. Là, actuellement, avec toute l'évolution de la conscience humaine, l'évolution de la technologie telle que l'Internet, l'être humain a accès à une somme d'informations qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus vaste, et dans laquelle il est capable de remettre en question, finalement, ce qui a été vécu dans le passé. Et grâce à ça, la conscience est en train de brasser la psyché humaine, pourrait-on dire, et d'amener de nouvelles visions des choses. Donc, ce physicien-là, qu'est-ce qu'il émet comme idée? C'est que, puis il y en a d'autres qui le disent, j'en avais déjà parlé dans le passé, c'est qu'on est un ensemble de probabilités. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, moi, je suis un intuitif, je regarde votre champ énergétique, je vais voir, bon, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je vais voir que tu as des blessures, vous avez des blessures à l'intérieur de vous-même. Et ces blessures-là, finalement, sont, par votre conséquence, euh, m'indiquent à quelque part le destin qui pourrait se manifester à vous. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des souffrances reliées à l'abandon, et à quelque part, il y a de fortes chances que dans mon processus futur, l'expérience d'abandon soit revécue. OK? Donc, l'ensemble de probabilités, c'est qu'il y a plein d'options possibles dans mon champ énergétique. Il y a des options donc limitatives, c'est-à-dire des probabilités d'expériences traumatisantes. Par exemple, j'ai vécu l'abandon hier, quand j'étais enfant, j'ai vécu hier et je vais le revivre demain. OK? Ça, c'est la notion d'une probabilité limitative, c'est-à-dire une expérience qui se répète et qui se répète et qui n'évolue pas. On est toujours en train de revivre les mêmes choses. C'est un peu le concept de la destinée en quelque sorte, ça, et du karma finalement. Hein? Et on peut envisager aussi qu'il y a dans notre champ énergétique ce qu'on pourrait appeler des mémoires expansives, c'est-à-dire des potentiels expansifs plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas expérimentées, par exemple, l'affirmation. Je pourrais, dans mon propre champ énergétique, avoir des potentiels d'énergie souhaitant s'affirmer, mais je ne les ai jamais actualisés dans mon concret. Donc, ça veut dire que dans mon champ énergétique, j'ai une probabilité plus ou moins élevée qu'un jour, je vais m'affirmer. D'accord? Donc, quand on est un thérapeute intuitif et qu'on interagit avec les énergies qui animent une personne, on va émerger, on va travailler avec des blessures comme l'abandon, on va chercher à les déprogrammer, à les libérer pour que justement ces mémoires d'abandon-là puissent se transformer et nous donner accès à des potentiels évolutifs. Alors, vous voyez, les potentiels évolutifs, c'est des choses qui sont cachées souvent, qui sont ensevelies par la souffrance qui a été vécue dans notre histoire passée et qui nous empêchent d'accéder à notre potentiel évolutif. Donc, selon notre capacité à être ouvert à toutes les probabilités qui existent dans notre champ énergétique, ben, plus on est ouvert à toutes les probabilités, plus on est ouvert à la possibilité, évidemment, de pouvoir justement être en harmonie avec soi. Hein? Plus je suis fermé à toutes ces probabilités-là, plus je suis isolé, identifié à des blessures, des souffrances que j'ai vécues, ben, moins j'ai la possibilité d'envisager que je puisse avoir une vie qui soit plus en harmonie que celle que j'ai vécue hier. Vous me suivez, ça va? Et ce que ça veut donc dire, finalement, ce que je vous raconte, c'est que il y a donc, là, je vais vous présenter un petit peu la démarche qui va nous amener justement à être capable de poser un regard sur cet ensemble de probabilités qui existent dans mon champ énergétique. Et ce regard-là, comment je vais le faire? Je vais revenir avec la base de pleine conscience intuitive. La pratique d'enracinement, elle sert à quoi? Elle sert à me mettre dans une position où je retrouve la position de verticalité, dans laquelle je développe la position des témoins. Pourquoi cette position de témoin est si importante? Dans une position où je suis dans un état de conscience modifié, que je suis dans une position de témoin, je vais apprendre à observer ce qui anime mon être. Ce qui anime mon être, c'est quoi? C'est l'activité énergétique de mes organes, les mémoires de mon histoire personnelle, les mémoires de mon histoire familiale, les mémoires d'autres vies et le potentiel futur. Donc, à partir du moment que je suis un témoin, je peux voyager en moi pour être capable d'observer mon histoire de vie. Et mon histoire de vie, je suis capable d'interagir avec pour la libérer de ces programmations
de ces limitations, ben, il y a des chances, évidemment, que je sois capable de donner de la valeur à certains potentiels évolutifs qui sont en moi, plutôt que de m'identifier uniquement à des expériences limitatives que j'aurais vécues dans mon passé. Donc, vous voyez que cette première chose-là que j'avais envie de vous témoigner, c'est que la pleine conscience intuitive, elle permet donc de faire un genre de développer une expertise envers notre comporte en soi. Et ce comporte en soi, bien évidemment, c'est de découvrir qu'il y a donc un ensemble d'informations limitatives qui appartiennent donc à des limitations. Les limitations sont des expériences limitées qui m'empêchent de pouvoir accéder à mon potentiel évolutif et que plus je déprogramme et je soigne, plus je permets à ce potentiel limitatif de retrouver une certaine forme d'équilibre qui va me permettre d'accéder à des potentiels évolutifs de plus en plus clairs, de plus en plus nets et de plus en plus précis. Et à travers cette démarche-là, bien évidemment, où je vais voyager en moi dans cette position de témoin, ben, je vais inévitablement pouvoir donc focuser sur des énergies qui vont me plaire. Par exemple, j'aurais envie de m'affirmer, je prends conscience que j'ai besoin de m'affirmer, donc je pourrais porter mon attention en tant que témoin et nourrir l'énergie d'affirmation pour qu'elle puisse s'actualiser dans mon vécu. Donc, que je puisse finalement amener, faire émerger en moi des compétences que je n'avais jamais expérimentées jusqu'alors parce que je vais développer une conscientisation de plus en plus importante de ces potentiels évolutifs à ce moment-là. Vous me comprenez, ça va? Donc, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à votre compréhension. Donc, l'autre chose que j'avais envie de vous parler, c'est que finalement, à partir du moment que moi je reconnais qu'il y a des potentiels qui sont en moi, ça veut donc dire finalement que je suis en train de conscientiser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un être humain va avoir une expérience de vie dans le monde concret, dans le monde tangible, qui va être positif ou qui va être négatif? C'est que moi, dans la position de témoin, à mon insu, parce que là, je vous parle de pleine conscience intuitive, ça veut donc dire qu'on fait une démarche consciente, mais dans la vie, beaucoup de gens ne font pas cette démarche-là. Donc, on vit d'une façon un peu inconsciente, on ne sait pas qu'est-ce qu'on porte en soi, et inconsciemment, à notre insu, on va focuser sur des informations plutôt que d'autres. C'est-à-dire que les probabilités vont avoir plus de chances de se réaliser, parce qu'à notre insu, on va plus les valoriser. Par exemple, si je suis convaincu que j'ai été abandonné toute ma vie, et que je le serai jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est évident que cette attitude que j'ai, cette position d'identification avec l'abandon, ben, risque de donner des chances à ce que cette expérience d'abandon-là soit augmentée dans son niveau d'application et que ça veut donc dire que je vais attirer vers moi des gens qui vont me faire revivre, revivre et revivre cette expérience d'abandon-là, entraînant donc une situation où j'aurais l'impression de dire, ben, mon Dieu, la vie est vraiment méchante avec moi, elle est vraiment pas cool. Je suis toujours en train de revivre les mêmes choses, les mêmes difficultés. J'ai un mauvais karma, j'ai une mauvaise destinée, j'ai sûrement été une mauvaise personne dans d'autres vies. Vous voyez, toute cette espèce de discours qui va nous empêcher finalement de se responsabiliser. Parce que la responsabilité, elle repose sur quoi? Mais elle repose justement sur l'idée que si dans la vie, il y a des événements qui se présentent dans ma vie, et qui se répète et qui se répète et qui se répète. On sait, je vous en ai déjà parlé, on pense à la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle m'enseigne quoi? Elle me fait une proposition, elle me dit, Sylvain, si tu revis toujours la même chose, c'est parce que moi, je t'invite à faire un travail d'introspection à toi-même pour pouvoir faire la paix avec toi et pouvoir faire la paix avec les événements qui se présentent à toi, pour t'en dégager, t'en libérer et ainsi accéder à autre chose. Donc, c'est là qu'on va commencer à se libérer de nos limitations pour accéder à des potentiels expansifs. Ces potentiels expansifs, lorsqu'on se met en relation avec eux, mais c'est là qu'on se sent plus en flux avec l'énergie, c'est là qu'on se sent plus en harmonie avec l'univers, parce que là, on prend conscience que notre potentiel émerge à ce moment-là. On n'est plus limité, prisonnier de notre histoire passée. On commence à se sentir en harmonie avec la vie. Et c'est ça un peu qui peut être vraiment très intéressant. Puis dans ce sens-là, elle une conscience intuitive, ce que j'enseigne et ce que je vous propose à travers les petits enseignements qu'on fait ensemble aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est vraiment de se rappeler quelque part que la position de témoin va me permettre de voyager en moi, pour observer ce qui se passe en moi, qui bouge et qui évolue tout le temps, hein, parce que dans ma conscience, il y a une évolution, il y a un mouvement qui est constant et continu. Plus j'en suis conscient, plus je suis capable d'avoir toujours dans l'intime dans lequel je peux prendre le temps de noter les mouvements de vie qui se manifestent en moi, les mouvements d'évolution qui se font en moi, et plus je suis capable à ce moment-là de pouvoir justement développer des prises de conscience
qui vont faire que, en sourdine, je vais être capable faire remonter à ma conscience des potentiels évolutifs, qui vont me permettre de focusser sur des potentiels qui me plaisent, qui me tentent, et leur donner de plus en plus de valeur. C'est un petit peu qui va être important là-dedans. Puis, évidemment, ce phénomène, à quelque part, d'être en harmonie de plus en plus avec moi, ben, fait quelque part que mon champ énergétique va déployer une certaine lumière différente, qui va faire que dans mon champ, je vais dégager quelque chose de différent, qui va faire que je vais attirer vers moi des gens aussi qui vont être différents. C'est le principe de la loi d'attraction, qui va faire que je vais avoir un autre type de travail que je vais avoir à faire, et je vais avoir de nouvelles relations que je vais établir avec mon entourage, qui va m'amener donc à pouvoir progresser puis évoluer. C'est ça un peu qui va être le processus qui va s'effectuer à travers une démarche comme celle-là. Donc, à travers ce processus d'action, hein, quand j'incarne des changements dans ma vie, on dit que la vie me met sur mon passage de nouvelles expériences, de nouvelles relations, etc. Mais évidemment, moi, j'ai toujours le loisir, ce que moi j'appelle d'agir en harmonie avec qui je suis et de réagir à ce qui se passe autour de moi. Hein, par exemple, si il y a une personne se présente à moi qui active en moi ma blessure d'abandon, ben, j'ai le loisir de réagir pour complètement sombrer dans ma dynamique émotionnelle d'abandon avec la personne ou de reconnaître que c'est une expérience d'abandon qui est là, de comprendre que la vie m'a enseigné des choses jusqu'à maintenant qui m'ont permis de comprendre l'expérience d'abandon qui est en moi et de comprendre que cette personne-là, elle vient comme l'activer sans en être consciente comme telle. C'est pas de sa faute finalement, donc elle n'est pas responsable du fait qu'elle me fait vivre quelque chose qui est désagréable. Mais moi, j'apprends à gérer cette expérience désagréable à l'intérieur de moi, qui va faire que je vais être capable de réagir vis-à-vis de cette personne-là d'une façon constructive et non pas d'une façon punitive, hein, parce que je pourrais dire à la personne, c'est de ta faute, hein, tu fais encore vivre quelque chose que je ne veux plus vivre, et là, on pourrait pointer du doigt la personne, ne pas être responsable de ce qu'on vit et de finalement retomber dans une dynamique qui serait perturbatrice. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu qui est la chose. Donc, finalement, le principe d'action-réaction, c'est important parce que ça va dire de quelle façon que moi je réagis à ce que l'univers m'apporte comme message. En sachant que la loi d'attraction me fait comprendre que moi j'aimais quelque chose et l'univers me met sur mon passage un certain type de relation, un certain type de dynamique. Et c'est comme ça, quelque part, qu'on va arriver à conclure. Moi je suis en harmonie avec qui je suis, parce que la vie, finalement, je suis un chemin, puis je m'épanouis là-dedans. Ou au contraire, je suis dans une vie dans laquelle je me sens appauvri, dans laquelle je sens plein d'obstacles, plein de blocages, tout simplement parce que la vie ne me donne pas en échange ce que moi je mériterais. Donc, il faut être attentif à ce moment-là à ce principe d'action-réaction. Moi, j'agis, l'univers me transmet un message, de quelle façon que moi je vais réagir à ça? Alors, c'est peut-être une question intéressante à se poser, parce qu'évidemment, quand on est dans une position de témoin et qu'on a compris quelque part qu'il y a un état de nous-mêmes des souffrances qu'on porte en soi et dont on est responsable et qu'on peut apprendre justement à mieux gérer, ben à ce moment-là, ça veut donc dire qu'on est dans une position où on peut mieux réagir, plus être en harmonie avec soi. Et à ce moment-là, bien évidemment, faire un travail de détachement par rapport à ces expériences-là et de plus grande maturité envers notre propre cheminement de vie. Donc, ça, c'était la première étape de ce que j'avais envie de vous présenter. Comme je disais, c'est assez simple parce que j'avais un petit partage que je faisais comme ça. Et là, j'avais envie de vous parler des 6 étapes pour être en harmonie avec soi-même, hein, dans cette idée, justement, qu'on porte en soi, quelque part, de l'information. Et cette information, bien évidemment, si on focus au mauvais endroit, hein, par exemple, si je suis convaincu d'être une victime, bien, inévitablement, ma vie va ressembler à quoi? Ben, va ressembler à une vie de victime. Je suis une victime, c'est normal que je vis des expériences de victime. Même si je n'ai pas envie de vivre des expériences de victime, il y a une facette en moi qui est complètement identifiée à cette expérience-là. Donc, ma probabilité d'être une victime, elle est activée constamment. Donc, je ne fais que revivre la victimisation. Donc, il faut comprendre ici donc, que ma façon de regarder ma vie est directement reliée à ma façon de m'identifier à certains états qui sont en moi. Par exemple, je pourrais très bien m'identifier au sentiment que je suis abandonné, mais je pourrais très bien m'identifier à la partie de moi qui a envie de s'affirmer, ou la partie de moi qui a envie d'être heureuse, ou la partie de moi qui a envie d'être en harmonie avec la vie. Vous voyez, alors, c'est un choix qu'on fait. Alors, vous allez me dire, non, mais je n'ai pas fait ce choix-là. Mais évidemment, il y a une grande partie de nous-mêmes qui ne fait pas consciemment les choix parce qu'on n'a pas été éduqué à devenir conscient de ça. Mais comme à travers la pleine conscience intuitive, on a beaucoup vu qu'il était possible donc d'arriver à être capable d'identifier ces
ces probabilités qui sont en nous et d'apprendre justement à focuser sur les aspects de nous-mêmes qui nous font avancer et progresser plutôt que de nourrir les comportements ou les états émotionnels qui ne fait que nous faire reculer en quelque sorte. Donc, voici les 6 étapes. Donc, la première étape, ben, vous l'avez sans doute identifié, c'est être à l'écoute. Alors, la pleine conscience intuitive, la première chose qu'on fait après s'être enraciné, c'est prendre le temps, donc, de prendre notre soleil rayonnant lumineux et de voyager à l'intérieur de soi. Et ce voyage-là va faire quoi? Va nous permettre, donc, d'être à l'écoute, d'être réceptif à des images, des sensations et des mots qui vont nous informer que notre corps souhaite nous communiquer. Des communications au niveau de la santé énergétique, au niveau de notre santé émotionnelle, psychologique, bon, au niveau des croyances, au niveau de tout élément qui vont nous empêcher d'atteindre le bonheur finalement. Donc, la première étape, c'est vraiment l'écoute qui va faire que je vais prendre le temps de communiquer avec ces perceptions-là pour aussi les comprendre. Donc, je vais m'ouvrir à ces informations-là. C'est ça la deuxième étape, hein? S'ouvrir, c'est être capable, j'écoute. Ensuite, je m'ouvre à ces informations-là, je communique avec elles. Je suis en communication pour parvenir à comprendre le messager, le message que chacune des énergies qui sont en moi peuvent me communiquer. En faisant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'accepter ce qui m'anime. Je suis en train d'accepter de faire équipe, de collaborer avec. Alors que la majorité des gens, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'est pas, on n'est pas à l'écoute et on n'est pas réceptif, on n'est pas ouvert à ce qui se passe en soi, on n'est pas en communication avec ce qui se passe en soi, ce qui veut dire qu'on est en dualité, on est en conflit, on se débat, on est en combat, et ça nous éloigne finalement souvent de l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Donc voilà, ça c'était donc la première étape, écoute, et la deuxième étape, c'est s'ouvrir et communiquer avec les perceptions qui donc touchent les décodages intuitifs que l'on trouve dans la deuxième, dans la démarche de pleine conscience intuitive. La troisième étape que j'avais envie de vous parler, c'est clarifier et s'affirmer. C'est-à-dire que dans le processus de communication intuitive que je vais faire, comprendre les messages que le corps souhaite nous communiquer, je vais donc arriver à clarifier, à comprendre les messages, à clarifier, puis je vais définir ce qu'on pourrait appeler un plan d'action. Le plan d'action, c'est que maintenant que j'ai compris ton message, ben, quelque part, je comprends de quelle façon que je peux maintenant cheminer pour m'affirmer. Donc, la clarification implique aussi, évidemment, ce que j'appelle la déprogrammation, c'est-à-dire que je vais donner au corps tout ce dont il a besoin pour ne plus être dans un état figé, dans un état de perturbation. Donc, en le déprogrammant, je vais accéder à un potentiel évolutif, puis en le soignant, je vais accéder évidemment à une émergence d'un nouvel état, et ce nouvel état-là va me permettre de m'affirmer dans un plan d'action. Alors, vous voyez qu'il y a tout on joint un petit peu les étapes de la pleine conscience intuitive volontairement. J'avais envie donc de vous rappeler les étapes de la pleine conscience intuitive, mais par rapport justement à ce thème, le thème de comment moi je peux arriver justement à être dans un état de fluidité avec mon être et de faire en sorte que les choses se réalisent dans ma propre vie. Après, donc, l'étape 3, on avait donc l'étape 4 qui nous amène à cette notion de responsabilité. OK, je prends conscience que j'ai une responsabilité, c'est moi qui ai une responsabilité à ma propre vie, donc j'agis en harmonie avec cette responsabilité et avec le désir que j'ai de me matérialiser, d'atteindre un objectif de vie. Donc j'agis en conséquence. Hein, c'est-à-dire que le plan d'action que j'ai émis, ben, je le mets en application et je fais ce qui doit être fait pour atteindre mes objectifs. Alors évidemment, par la suite, ben, il y a le concept d'action-réaction. C'est-à-dire que comme la cinquième étape, c'est que parce que j'agis en conséquence, ben, inévitablement, l'univers, lui, va me donner une réponse. Comment l'univers me donne une réponse? Et par plein d'événements. Hein, par exemple, je fais quelque chose, puis après ça, je me sens super dévitalisé. L'univers est en train de me répondre. Je peux donc aller prendre le temps d'aller visiter mon corps pour dire, hey, pourquoi tu es fatigué comme ça? Tu fais quelque chose qui t'excite, tu fais quelque chose qui te plaît, pourquoi tu deviens si épuisé? Donc ça, c'est une réponse que l'univers est en train de nous témoigner. Et si on apprend donc à collaborer avec cette réponse-là, bien, inévitablement, on va s'accompagner pour amener un changement de plus en plus important dans notre vie. L'autre façon que l'univers pourrait me répondre, par exemple, je donne un exemple, je suis en train de mettre en place des actions, etc. Je reviens chez moi, puis la maison est en feu. Là, je fais un truc un peu moche, là, mais pour vous montrer quelque part que tous les événements de la vie peuvent nous parler. Hein, le feu, mais pourquoi la maison est en feu? C'est quoi le symbole de ça? C'est pourquoi ça se passe comme ça? C'est quoi Alors donc, on ne doit pas passer avec des logiques intellectuelles. C'est ça la clé, hein? C'est de faire confiance à nos perceptions intuitives pour aller voir. Bien sûr qu'il y a une logique intellectuelle. Bon, pourquoi il y a un feu? J'ai peut-être oublié quelque chose. Mais en même temps, à travers ça, il y a quand même une symbolique
ça peut être intéressant de questionner, l'univers me parle à travers ça, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut être un autre événement. Ou j'ai un accident de voiture, par exemple. Vous voyez, ça peut être un autre élément qui peut amener une question, une réflexion. Ou je rencontre quelqu'un, ça fait très longtemps que je n'avais pas rencontré, par exemple. Vous voyez, c'est un autre événement qui semble être pas associé à ce que je suis en train de vivre, mais encore là, ça peut être des éléments qui me mettent en relation avec un nouveau mouvement de vie. Ce nouveau mouvement de vie peut se manifester à travers plein de choses qui peuvent paraître négatives au départ, mais si je ne prends pas le temps de questionner pour comprendre ce que c'est, ben, je pourrais mal l'interpréter. C'est pour ça qu'on va toujours encourager, évidemment, de questionner les choses. Donc, vous voyez que à travers ce processus d'action-réaction, il va y avoir donc des rencontres. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Tout ce qui peut se passer sont des signes que l'univers me parle. Et si je prends le temps de me mettre en relation avec les signes de l'univers, ben, il y a des chances, évidemment, que je parvienne à trouver une certaine forme de fluidité, de plus grande harmonie, de plus grand équilibre, parce que je vais m'ajuster. Hein, ma vie va s'ajuster, c'est-à-dire que je fais une action, il y a une réaction qui se présente, je m'ajuste afin que je trouve ma fluidité, afin que je trouve une fluidité qui va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. C'est ça un peu le principe, donc, justement, d'être dans notre fluidité. Et quand on se sent en harmonie avec l'univers, en harmonie avec la vie, c'est pas parce qu'on est resté les deux pieds plantés au sol en se disant je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une position qu'on a souvent en tant qu'humain, où on se dit, ben, il n'y en a pas question, je ne m'ajusterai pas, c'est ce que je veux, je vais me battre pour l'obtenir, etc. Maintenant qu'on est dans état de fluidité, on va être plus dans un processus d'être à l'écoute de ce qui se passe. Donc, on va savoir ce qu'on veut faire, mais on va être capable de mettre la fluidité justement dans notre vie pour être en mesure d'atteindre l'objectif sans passer par cette espèce de combat où on gaspillerait beaucoup d'énergie finalement inutilement. Donc, c'est ça. Et puis, la sixième étape, bien évidemment, c'est relativement simple, c'est à partir du moment qu'on a cet état de fluidité, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Bien, on va chercher simplement à répéter le niveau de fluidité qu'on a atteint. C'est-à-dire qu'on va reproduire l'état de fluidité en cherchant justement à poursuivre dans la même voie, dans la même direction, en continuant notre travail d'écoute intérieure pour être capable de donner à notre monde intérieur, justement, une forme d'ouverture qui va faire qu'on va pouvoir donc s'actualiser dans le monde terrestre et de pouvoir accueillir ce que l'univers veut nous communiquer. Et de cette façon-là, on va pouvoir arriver à une certaine forme d'émergence et d'équilibre dans notre monde intérieur et notre monde extérieur. Et c'est comme ça qu'on va vivre plus dans le flux de l'énergie, de la vitalité, de l'émergence d'un potentiel de plus en plus créateur et harmonieux. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous communiquer. Comme je l'ai dit, c'était assez simple, mais c'était juste pour vous faire part un petit peu de ces étapes-là. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant cela. Ça touche un peu toute la notion de la destinée. Moi, j'ai été voyant au départ. Hein? J'ai voyant. Oui, c'est ça qu'on dit, voyant, voyant, clairvoyant, celui qui lit l'avenir. Hein? Donc, j'ai commencé beaucoup à travers ça. J'avais un mentor, pourrait-on dire, qui faisait ça, que j'aimais bien, et j'avais suivi un petit peu ses pas pour m'amener cette direction-là. Puis ce que je constatais, c'est que justement, les gens ont tendance, eux, à s'asseoir et à dire, ben, je veux qu'ils me disent c'est quoi mon avenir. Et là, les gens sont assis, puis ils font rien. Ils font rien, ils écoutent ce qu'on leur dit, puis ça fait leur affaire. Bien, ils vont être bien, bien contents, puis ils vont nous dire bien, bien bon, parce qu'ils vont être super, super motivés par rapport au fait qu'on leur donnait un avenir qui leur plaisait. Et si la proposition d'avenir qu'on leur donne n'est pas satisfaisante, bien, ils vont aller voir quelqu'un d'autre qui va leur donner d'autres informations jusqu'au moment où ils vont de nouveau se sentir en affinité avec la perception que le médium ou le clairvoyant va leur donner et ça va leur permettre donc de se sentir en sécurité. Mais c'est une sécurité qui est fausse. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai arrêté de faire ce type de travail-là à l'époque. Aujourd'hui, je le fais différemment parce que moi, je parle du potentiel futur. Donc, j'ai bien compris hein, que ce processus de mettre en évidence qu'il y a un futur et que la personne qui est devant moi, elle n'a rien à faire pour obtenir ce futur-là, c'est quelque chose finalement qui n'est pas psychologique, qui n'est pas thérapeutique, qui n'est pas aidant en fait. Souvent, les gens ça peut les aider, mais ça peut également ne pas leur donner de moyens pour se prendre en charge, pour se responsabiliser, ils deviennent passifs. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important donc de vraiment mettre en évidence cette idée de probabilité, donc, que les physiciens quantiques maintenant amènent comme idée de plus en plus, hein, que les probabilités indiquent bien quelque part que ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps, et ça met en évidence cette espèce de notion de relativité. Hein, quelque part, il n'y a rien d'écrit dans le ciel. Il y a des possibilités. Alors, plus les possibilités sont probables, ben, plus il y a des chances qu'elles se réalisent. Dans ce sens-là, une prédiction, c'est faisable d'en faire. C'est faisable d'en faire parce que la personne a un bagage
quand elle vient nous voir. Puis ce bagage-là, quelque part, peut être plus ou moins figé et ça peut être plus ou moins évident que le potentiel futur va se réaliser en accord avec ça. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le principe. OK, donc, est-ce que vous avez des questions sur la pratique de la pleine conscience intuitive ou encore sur le thème de la petite conférence qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était juste pour faire un petit clin d'œil par rapport à tout ça, ou encore, évidemment, sur des questions d'ordre plus personnel, comme je propose toujours cette idée-là aussi de pouvoir répondre à des questions plus personnelles pour ceux qui sont intéressés. Donc, la balle est dans votre camp maintenant. Si vous avez envie de me témoigner les questions que vous pourriez avoir. Je vais réfléchir, moi, si j'avais eu des questions qui m'avaient été posées. Louis, t'es intéressé à quoi exactement? Tu voudrais comme je te fasse une démonstration, c'est ça que tu veux dire, quoi. Tu n'as pas des thèmes comme tels, tu n'as pas de questions. OK. Ça, ce que je sens de toi, Louise, pour commencer, c'est que au niveau du cœur, comme ça je te le dirais, au niveau du cœur, il y a une fatigue qui est là. Et cette fatigue, elle est directement reliée au fait que tu sais, un peu comme quelqu'un qui me dit, ça servirait à quoi de faire ça? Ça servirait à quoi de faire ça? Ça servirait à quoi de faire ça? Toi, pour moi, ça touche la foi. La foi, c'est, je sais pourquoi je fais quelque chose parce que j'ai la foi. Je porte en moi une motivation qui fait que j'ai envie de faire un certain nombre de choses. Je suis pas 100% sûr que ça va se faire, mais j'ai la foi, donc j'y vais. Donc, il y a une certaine énergie qui est manifestée à ce moment-là pour arriver à un certain résultat. Mais quand on est fatigué au niveau du cœur, on peut pourquoi on est fatigué? C'est souvent parce qu'à quelque part, on est déçu. On est déçu à plusieurs reprises, ce qui fait qu'on n'a plus la foi. Ainsi, j'ai fait 5 fois des actions avec la foi et que les 5 fois, j'étais très, très déçu. Ben, la 6e fois, il y a des chances que j'ai peut-être pas la même motivation que la première fois, ou même la 5e fois. Ben, j'ai peut-être plus la motivation parce que je me sens brisé intérieurement. Je sens quelque part que faire les choses faire ce que j'ai envie, que je sens que je devrais faire, j'ai été plein de méditation parce que je ne vois pas que ça me donne des résultats satisfaisants. Donc, c'est certain, évidemment, que dans ces situations-là, hein, l'action-réaction, c'est qu'on doit comprendre que s'il y a eu 5 fois une façon de fonctionner qui ne convenait pas, c'est peut-être que je dois me questionner par rapport à ma façon de comporter. Parce que finalement, si j'ai fait 5 actions qui ne m'ont pas donné des bons résultats, c'est que j'ai peut-être à me dire, mais qu'est-ce que ces 5 fois-là, qu'est-ce que l'univers a voulu m'enseigner? Qu'est-ce que l'univers a essayé de me faire comprendre? Et je pense que c'est là quelque part qu'on commence à se rendre compte que si on porte de l'attention sur l'apprentissage que la vie essaie de nous donner, ben c'est là qu'on commence à se dire, mais finalement, j'ai peut-être à comprendre de ces 5 expériences négatives que j'ai vécues, et c'est là que je peux peut-être faire un changement dans ma propre vie. Donc, c'était le premier constat, et si tu veux peut-être me donner un commentaire là-dessus, parce qu'il y a des questions qui rentrent, je vais juste revenir sur ce que Louise c'était un petit commentaire à me dire par rapport à ça, parce que là, j'ai fait une action maintenant de déprogrammation de soins pour voir un petit peu comment ça va bouger. Juste savoir si ça te parlait de ce que je te disais. Toi, Louise, moi, ce que je sens, c'est que quand on essaie de déprogrammer, la première chose que je vois, c'est toute une espèce d'emballement. Dès qu'on essaie d'interagir avec le cœur et de donner justement de la foi à ton cœur, il y a de l'emballement. L'emballement, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dès que je redeviens un petit peu plus en forme, là, je deviens emballé. Emballé par quoi? Mais par les idées que j'avais dans le passé, que j'ai pas pris le temps de comprendre vraiment l'expérience qui a été vécue dans le passé. C'est un peu comme si je devais prendre conscience que j'ai des jambes et que ces jambes-là m'amènent à reconnaître à quelque part que si je veux, par exemple, être en relation avec mon entourage extérieur, à m'actualiser dans ma vie, à faire des actions en harmonie avec moi, etc., je dois reconnaître que j'ai des jambes et je dois reconnaître que ces jambes-là m'obligent de m'assumer. M'assumer, c'est de me retrouver dans une position où je ne peux pas faire confiance aux autres. Je peux uniquement me faire confiance dans le sens de porter ma propre responsabilité dans ma relation avec les autres. Ça, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Donc, je ne t'ai toujours pas revu, Louise. Ah, voilà.
Oui, ça parle, mais c'est juste un questionnement de la conscience intuitive, si c'est juste. Oui, ça parle, mais c'est juste un questionnement de la conscience intuitive, si c'est juste. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par ton commentaire, Louise. Je sais, donc je ne sais pas. Mais enfin, alors toi, bon, l'idée de ça, en fin de compte, qu'on doit comprendre, c'est que si on revient avec les jambes, toi, c'est que il y a un manque de confiance. Et ce manque de confiance-là que tu as en toi, qui passe, c'est relié aux jambes, hein, donc c'est relié à l'actualisation, concrétisation de ton être. Et ça, évidemment, c'est tout lié au manque de confiance qui nous ramène constamment à l'autre. Moi, je manque de confiance en moi, donc je fais référence à l'autre, je fais confiance à l'autre, c'est l'autre qui a raison, moi j'ai tort. Et tout ça, quelque part, te ramène dans une forme de dépendance de l'extérieur. Et c'est là, quelque part, que toi, tu vas devoir apprendre justement à te rendre compte quand dans toi, il y a une forme, j'exagère avec le terme que je vais utiliser, mais une forme de colère qui est en toi, une forme de colère, oui. Et pourquoi cette colère est là? C'est parce que quelque part, tu en as assez qu'on te dise finalement, euh, qu'on te dise à quelque part un certain chemin, qu'on dit, parce que c'est pas qu'ils te sollicitent, donc les gens te parlent, te donnent des conseils, te disent quoi faire, tu es un peu comme soumise en quelque part à tout ce monde-là, mais que fondamentalement, au fond de toi, il y a une colère. Et la colère, c'est quelque chose que tu dois apprivoiser, parce que cette colère-là, finalement, te ramène à ta responsabilité et te ramène à ton désir, justement, de ne plus donner de l'autorité aux autres. Donc, l'action-réaction, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si quelqu'un vient, entre guillemets, te dominer, elle vient te dire quoi faire, ben, il va falloir que toi, tu apprennes d'une façon constructive et positive et évolutive à dire à la personne, ben non, moi, j'ai envie de prendre mon propre chemin, ma propre voie, ma propre route. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Donc, si tu veux me revenir là-dessus, je vais donc m'arrêter ici, mais je vais attendre de voir tes commentaires, on pourra compléter, puisqu'il y a pas mal de questions qui rentrent. Donc, je vais revenir aux questions qui m'ont été posées. Robert qui me dit, c'est problématique qu'un voyant prédit quelque chose de concret qui va nous arriver, car on risque de se confirmer, de se former cette vision. Effectivement. Mais ça touche à la notion de suggestion. Dans la thérapie intuitive, il y a un volet, en fait, qui touche la suggestion, parce que c'est sûr qu'en tant que thérapeute intuitif, on est dans la suggestion. On doit le reconnaître. Mais si je vous dis quelque chose en termes d'information, que je sens, par exemple, en vous, du courage qui est en train d'émerger, je suis en train de faire une suggestion. Donc, vous d'entendez ça, puis vous reconnaissez ou pas le courage. Mais si vous le reconnaissez, c'est donc dire, ça m'en évidence finalement qu'il y a une ressource qui est en vous, que vous êtes capable d'identifier parce que je l'ai nommée. Alors, plus on est capable, donc il y a un jeu de la suggestion qui existe dans la démarche thérapeutique, quelle qu'elle soit de toute façon, ça touche l'effet placebo, c'est le pouvoir de la pensée. Donc, c'est sain de pouvoir justement reconnaître le pouvoir de la pensée. Je pense que c'est normal, effectivement, de lui donner la lumière, de lui donner de la valeur à ce que ça mérite, finalement. Et c'est certain que dans ce sens-là, il faut juste être conscient que le pouvoir de la parole, ben, justement, on doit être capable de savoir jouer avec la suggestion, mais on ne doit pas finalement manipuler avec la suggestion et manipuler de façon pour tirer profit ou tirer un pouvoir. Et c'est sûr que quand on parle d'avenir, on parle de gens qui sont souvent dans la détresse, qui ont besoin de se faire réconforter. Et puis, évidemment, on peut à ce moment-là jouer là-dessus pour les réconforter. Ça peut être quelque chose qui peut être assez malheureux. Mais bon, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Dans la démarche intuitive, d'être conscient du poids de la suggestion qu'on a avec les gens, mais aussi c'est ça que moi je mets l'emphase sur l'information. C'est-à-dire que quand je donne une perception intuitive, j'essaie de donner une explication la plus riche possible pour que la personne soit capable justement de se l'approprier. Parce que si c'est juste la suggestion, bien, la personne peut se l'approprier comme elle veut et comme elle l'entend, sans avoir une forme de réflexion qui va lui permettre de s'approprier l'information. C'est ça qui peut être des fois dangereux. Anne-Marie qui dit comment savoir qu'une personne touche nos blessures et qu'il faut la mettre à l'écart. Ben, tu sais, comment savoir qu'une personne touche nos blessures? Je te dirais quelque part, je reviens avec la notion de frontière. La frontière, c'est moi et c'est toi. Donc, si moi, je devais toucher tes blessures, ben, quelque part, normalement, tu vas ressentir dans ton corps des blessures. Ça va réactualiser tes blessures. Ça va réactualiser tes blessures de diverses façons. Tu sais, quand on dit, ah, je me sens assez bien que cette personne-là, là, me sent en confiance et en sécurité. Ça veut donc dire, il y a des chances que cette personne-là, elle nous soit profitable. Si je dis à cette personne-là, je ne me sens pas confortable, il y a des chances qu'à ce moment-là, parce que je me sens toujours un tout l'impression qu'on m'a abandonné. Alors, vous voyez, déjà, c'est des signes
si vous avez une blessure d'abandon, ben, vous avez déjà des signes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez partir en courant en vous disant, j'avais pas cette personne-là? Non, vous allez peut-être au contraire lui en parler, par contre. Vous allez lui partager de ce que vous ressentez, de cette impression que vous avez, puis vous allez peut-être lui dire, mais mon besoin, pour ne plus avoir peur, pour ne plus être dans cet état-là, ce serait X, Y, Z. Donc, vous voyez, vous allez commencer à développer une relation dans laquelle vous allez exprimer un besoin qui va faire que l'autre personne va entendre votre besoin, qu'elle va comprendre que pour vous sécuriser, vous lui demandez quelque part qu'elle fasse, que vous fassiez quelque chose pour la sécuriser. Donc, si elle le fait, ça va consolider la relation. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça que je pourrais répondre à la question, Anne-Marie. Alors, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est certain que quand on dit quelqu'un nous touche nos blessures, c'est clair, net et précis que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ça fait mal, ça nous met en état émotionnel, ça nous ramène à des états qu'on connaît dans ce sens-là. Et c'est sûr qu'on ne doit pas nécessairement systématiquement rejeter l'autre pour cette raison-là, mais on doit faire part à l'autre. L'autre a une responsabilité dans la relation de nous dire, ben, quand moi, si je ne suis pas bien, ben, je t'en parle parce que je me être bien avec toi. Si tu ne fais pas d'effort pour que je sois bien avec toi, mais peut-être que tu n'es pas intéressé que je sois là avec toi, donc je vais m'en aller. Toi, c'est cette notion d'apprentissage à deux qu'on effectue à travers ça. Il y a Brigitte qui dit, j'ai effectivement remarqué qu'en compagnie de certaines personnes, je deviens exténué. Je sens le besoin de prendre distance et couper ces relations. Et j'ai compris que je n'ai pas besoin de tout expliquer ou justifier. Effectivement. C'est toujours une question, quelque part, de... Tu sais, des fois, il y a des relations qui s'estompent et on n'a jamais expliqué, on n'a jamais pris conscience, on n'a même pas pris le temps de comprendre pourquoi, puis l'autre personne n'a même pas vraiment cherché à nous expliquer ou à essayer de nous faire part pourquoi on ne se parle plus. Non, c'est comme si c'était là, puis ça se faisait tout seul. Comme si, à quelque part, d'un commun accord, on acceptait ça. Alors, c'est quand une personne n'accepte pas la situation de distanciation que quelquefois, on va peut-être avoir besoin de lui faire part. Puis encore là, quand on lui fait part, c'est pas en lui disant tu es comme ceci, tu es comme cela. C'est simplement que nous, on a besoin d'autre chose. C'est simplement ça. Donc, c'est pas contre la personne qu'on fait le changement, c'est simplement en accord avec notre désir à nous de faire un changement qui va être plus en accord et en harmonie avec soi. Karine qui me dit de l'acharnement, lâcher prise, je travaille là-dessus ces temps-ci. Ben, c'est ça. L'acharnement, ben, évidemment, tu as compris, hein? Là, ça touche vraiment deux états énergétiques dont on parle beaucoup dans les consultations, dans les enseignements. C'est l'hyper et l'hypo. Alors, l'hyperactif, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il y a beaucoup d'énergie hyperactive, il t'en fulmine, il chauffe de l'intérieur. Donc, lui, il va aller dans l'acharnement. Lui, ça va être le gars qui va acharner la fille, qui va s'acharner facilement. Parce que l'hyperactivité, qu'est-ce que c'est? Ça s'accroche. Ça veut s'accrocher, puis ça ne veut pas lâcher. Parce que ça se bat, là. Ça se bat, puis ça ne lâchera pas, puis ça ne se laissera pas faire. Vous voyez, ça, c'est l'hyperactif. L'hypoactif, c'est celui, à quelque part, qui a beaucoup moins cette énergie-là. Donc, il y a beaucoup moins d'énergie. Donc, lui, quelque part, il ne va pas sortir dans une position d'acharnement. Il va être beaucoup plus dans un mode de lâcher prise. Maintenant, je ne veux pas dire que l'hypoactif est toujours dans le lâcher prise. Parce que l'hypoactif, à quelque part, il va finalement être dans un état de, comment dire, de subir. Tu vois, l'hyperactif va s'acharner, l'hypoactif va plutôt subir, puis entre les deux, il y a le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'état dans lequel on accepte justement de ne pas s'acharner face à une situation, puis de ne pas non plus, comment dire, garder la relation, la retenir. L'acharnement, c'est que je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Puis l'hypoactif, ben, quelque part, c'est celui finalement qui va simplement accepter une situation sans, mais en s'adaptant, puis à quelque part, en bougeant pas d'intérieur. C'est quelqu'un, quelque part, qui ne bouge pas. Quelqu'un qui reste, qui accumule, qui veut tout garder intact, etc. Donc, ça non plus, c'est pas un état qui va être favorable. Donc, le lâcher-prise, c'est accepter de lâcher prise face à ces deux situations-là et d'accepter de faire émerger un nouveau comportement. Et le nouveau comportement, c'est quoi? Ben, dans l'ensemble des probabilités qui animent notre être, il y a des probabilités qu'on connaît parfaitement, qu'on a répétées, 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 et des probabilités qu'on connaît moins, qui sont reliées à des potentiels évolutifs souvent, qui nous font envie et qui nous font plaisir d'envisager la chose. Donc, ça serait intéressant de prendre notre papier et crayon, puis de commencer à nommer cette probabilité-là, ce qu'on veut finalement créer dans notre vie. Et c'est là, quelque part, qu'on peut être plus dans le flou de notre propre énergie quand on commence à assumer cette envie qu'on a de prendre une certaine direction. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas clair, ben, revenez vers moi. C'est une autre question, évidemment. Donc, oui, ça parle. C'est Louise qui parle. C'est la personne avec qui j'ai fait la démonstration.
Oui, ça parle, mais c'est juste un questionnement de la conscience intuitive. Si cela est juste, beaucoup de pensées se bousculent dans ma tête. OK, oui, d'accord, c'est tout ça que j'avais déjà lu. Oui, le concret, je reviens ensuite là-dessus. Karen qui me dit comment travailler sur le système immunitaire qui est au cœur de la vie. Ben, euh, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Le système immunitaire, finalement, on peut le tonifier par des produits naturels. Hein, justement, je pense à une personne que j'aime bien qui est sur Facebook, Dionne, je suis sûr de son prénom. J'ai suivi des cours avec lui il y a un moment donné. Donc, c'est ça quand j'ai vu sur Facebook, j'ai été content de le voir. C'est un pharmacien qui s'intéresse donc à proposer des solutions naturelles pour travailler euh, sur le système immunitaire. Donc, il parlait du zinc récemment, entre autres. Il y a plein d'options. Dans les produits naturels, il y a beaucoup de voies possibles pour travailler sur le système immunitaire. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, le système immunitaire, ce n'est pas juste des remèdes naturels. Hein. En ce sens-là, c'est toute la question de potentiel santé. Ça nous ramène donc à la définition que moi, je mets en lumière quand on parle de santé physique ou énergétique. Est-ce que j'ai un bon potentiel santé? Ce bon potentiel santé, de quelle façon que je vais le nourrir? C'est en cherchant à rétablir, hein, à faire comme mon antenne vibre de partout. C'est-à-dire que l'énergie monte et elle descend de façon harmonieuse dans mon propre corps. Alors, plus l'énergie monte et elle descend harmonieusement, plus je suis dans une position de négantropie. Négantropie veut donc dire pas de friction dans mon corps, pas d'énergie gaspillée inutilement. Donc, je suis dans une position d'optimisation. Et dans cet état d'optimisation, mes frontières énergétiques, c'est-à-dire mon rayonnement biolumineux, c'est mes frontières. Ce rayonnement biolumineux, ben, quelque part, me crée, c'est mon espace. Et cet espace-là, j'en prends soin. C'est-à-dire que dans mes échanges relationnels avec les gens, j'apprends à considérer cet espace-là, et à ne pas me faire envahir par les gens. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'idée de ça. Peut-être que tu peux me préciser ce que tu voulais dire sur le système immunitaire, mais c'est certain que comment travailler sur le système immunitaire, quelque part, c'est d'apprendre donc à développer ma sensibilité avec mon propre corps. Parce que pour moi, toutes les dissociations, tous les conflits que je vis autour de moi sont c'est mon système immunitaire qui me dit, j'en veux pas. Alors, mon système immunitaire n'en veut pas. Qu'est-ce que la loi d'attraction nous enseigne? C'est que moi, j'en veux, moins je suis coupé plus je me coupe de certaines facettes de moi parce que j'en veux pas, et plus la loi d'attraction me met sur mon passage des événements, des situations, des relations qui m'obligent de me réunifier avec ces énergies-là. Donc, l'univers recherche l'unité. Et pour moi, stimuler, travailler le système immunitaire, c'est de favoriser cette unification-là. Par contre, on peut donc travailler sur notre vitalité, c'est bien important, notre potentiel santé, au niveau psychique, émotionnel, etc. Puis évidemment, il y a plusieurs types de produits qui peuvent être pris, qui sont naturels, qui sont très intéressants pour stimuler le système immunitaire. Donc, oui, tu me dis, je suis dans mon propre chemin, je m'autorise à faire mes choix. OK. Ça veut donc dire que tu raisonnes avec ce que je t'ai dit. Tu dis, je suis dans mon propre chemin, je m'autorise à faire mes propres choix, à faire mes choix. C'est une affirmation, c'est ça que tu es en train de me dire, oui, si je comprends bien, c'est une phrase que tu veux répéter pour te donner l'opportunité de vraiment aller dans cette direction-là. Tu vas me revenir là-dessus. Mais c'est deux phrases intéressantes qui sont effectivement en accord avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Sophie qui me dit est-ce que trouver une solution à l'extérieur pour combler un manque n'est-ce pas qu'un palliatif? Comment sentir si c'est combler une blessure ou réellement c'est une aspiration de l'âme? Encore là, il faut savoir une chose, c'est que l'idée de combler un manque, bien sûr que c'est palliatif si on ne fait que combler un manque à l'extérieur. Mais souvent, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le manque qui est à l'extérieur reflète un manque à l'intérieur. Donc, c'est ça quelque part qu'il faut, tu sais, je dirais comme ceci. Moi, si je suis un angoissé, puis que j'ai besoin quelque part de faire la paix avec moi, puis de m'aimer, puis que je choisis d'aimer quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi pour combler ce vide-là affectif que j'ai, je ne suis pas en train de régler quelque chose. Je suis en train de combler un manque et ça risque évidemment de ne pas fonctionner cette relation-là ou que ça va être une relation qui va peut-être pas m'apporter finalement la paix intérieure. Parce que la paix intérieure, la façon que je vais aller la chercher, c'est en faisant un travail sur moi. Donc, c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'on est tous confrontés dans le monde extérieur. Hein, par exemple, je veux dire, pour être heureux, il faudrait que je mange des tomates.
chaque jour, ben, c'est une façon d'être heureux. Manger des tomates, ça nous fait plaisir, tant mieux. Mais le bonheur, c'est pas de manger des tomates. Les tomates peuvent nous procurer du plaisir. Le bonheur, c'est sans doute de faire un travail sur soi pour être davantage en accord avec nous-mêmes. Vous voyez, c'est toujours un peu le même principe. Donc, le monde extérieur, c'est un monde qu'on a tendance à valoriser beaucoup. C'est un monde qu'on voit avec nos yeux. Et c'est un monde qui nous reflète à quelque part une impression que que le seul moyen d'exister, c'est de passer par ce chemin-là. Mais on doit comprendre que ce chemin-là, comme je disais tantôt, la loi d'attraction, elle nous enseigne quelque chose. C'est-à-dire que les relations que l'on a avec notre entourage, les événements qui se manifestent dans notre vie de l'ordre de l'extérieur, nous ramènent à quoi? Bien, nous ramènent à notre monde intérieur, nous ramènent au fait que ces gens-là vont éveiller en nous des choses. Et c'est cet éveil-là qui va faire qu'on va devoir faire un travail sur soi. Donc, je ne suis pas prêt à dire que que vivre à l'extérieur, c'est simplement, c'est pas bon. Je dirais au contraire, vivre à l'extérieur, c'est renouer contact avec le principe d'action-réaction. J'agis, le monde extérieur réagit à moi. Et moi, je réagis à ce monde extérieur-là. Et à travers ce processus-là, inévitablement, je fais un travail sur moi. C'est-à-dire, je porte attention vers mon monde intérieur pour faire un travail où je cherche à m'harmoniser davantage avec mes aspirations, justement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Tu pourras me revenir là-dessus si tu le souhaites. Anne-Marie qui dit merci. Oui, effectivement, c'est le dialogue qui est important. Tout à fait. La pleine conscience intuitive est introspective. Une autre voie parallèle de questionner la vie au fur et à mesure qu'elle nous propose des choses. En ce sens, te mets-tu parfois en étude réceptive face à l'extérieur vis-à-vis des coïncidences? J'aimerais être plus en contact avec ces coïncidences pour développer l'intuition en dehors de la méditation. Bien, évidemment, c'est exactement le thème j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure par rapport au thème de la conférence, mais c'est ça. Quand on parle de coïncidence, moi, je dirais que la vie est et on pourrait dire ça comme ça, si la vie est une coïncidence. D'accord? Alors, si je m'organise pour ne pas être en relation avec les coïncidences, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre une vie rangée. Une vie rangée, c'est-à-dire la vie la plus rangée possible, où je vais essayer de fonctionner avec une routine la plus établie possible et dans laquelle je vais avoir des œillères. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, je vais être complètement fermé à une forme de routine et à une continuité de toujours répéter les mêmes choses. Ça, c'est une situation où je vais essayer d'optimiser le plus possible mon refus de regarder la vie. Maintenant, si je regarde la vie, ben toi, tu me dis comment faire pour être en contact avec les coïncidences, c'est relativement simple. La meilleure façon de vivre avec les coïncidences, c'est de commencer à dire, tiens, à partir de maintenant, je vais être davantage en harmonie avec moi. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi être en harmonie avec moi? Ben, c'est ça. C'est que vous avez fait une certaine démarche jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être reconnu que vous aviez des potentiels limitatifs que vous portiez en vous et que vous aviez des potentiels évolutifs que vous avez en vous. Et là, vous allez vous dire, ben, oyez, dorénavant, je vais valoriser les potentiels évolutifs. Dorénavant, je vais me comporter en accord avec qui je suis. OK? Donc, à partir de maintenant, je me comporte en accord avec qui je suis. Donc, ça, vous allez faire ça comment? Ben, vous allez prendre un papier et un crayon. Concrètement, comment je vais faire pour être davantage en harmonie avec moi? Bien, davantage en harmonie avec moi, c'est que je vais, par exemple, prendre un déjeuner qui va plus, je vais me nourrir d'une façon plus harmonieuse avec mon corps, avec mes besoins. Ça fait longtemps que j'y pense. Je vais manger différemment, je vais faire plus attention à ce que je mange. Bon. Déjà, en soi, cette attitude-là, c'est une action que je suis en train de poser là. Je suis en train de dire, je vais manger différemment. La réaction de ça va être quoi? Si je mange différemment, ça va me demander, moi, d'aller dans des magasins, par exemple, pour acheter des aliments différents, à m'ouvrir en tout cas à d'autres façons de voir les choses. Donc, déjà, je vais me mettre en relation avec des personnes qui vont peut-être me conseiller, qui vont peut-être me guider, ça va amener une effervescence en moi. Ça va m'amener une ouverture. Ah, ben oui, je ne savais pas ça et c'est intéressant. Puis, je vais commencer à m'ouvrir. Déjà, en soi, c'est une ouverture. Ensuite, je vais commencer à manger. Je vais manger de la nourriture différente. Comment mon corps va réagir? Ça va être une action-réaction. Mon corps va me donner une réaction par rapport à l'alimentation que je vais faire. Donc, vous voyez, ça en fait partie de ce principe de coïncidence dont on parle ici. Je n'aime pas tellement le terme coïncidence parce que, pour moi, quelque part, c'est qu'il y a une communication entre moi et l'univers. Et ce que j'appelle la coïncidence, c'est cette communication-là. Et cette communication n'est pas une coïncidence, c'est un événement constant et continu qui peut des fois avoir l'impression d'être répétitif parce que justement, on ne se met pas dans des situations de changement, de transformation. Hein, c'est-à-dire que la probabilité de toujours faire la même chose est très élevée. Donc, comme je fais toujours la même chose, ben, je suis pas en relation avec quelque chose qui va m'amener à des transformations. Donc, vous voyez que l'idée d'une transformation, c'est de se mettre en condition de transformation.
Si je veux rencontrer une nouvelle personne, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire en sorte de me retrouver dans des milieux où je vais pouvoir rencontrer des personnes différentes. Par exemple, si je suis confiné, comme dans certains d'entre vous le sont, ben, je vais peut-être aller voir l'Internet, de quelle façon je peux rencontrer des gens par l'Internet. Bon, ça peut être pour des relations amoureuses, ça peut être pour des relations sociales, amicales, spirituelles, bon, il y a plein d'options. L'idée, quelque part, c'est de me mettre en mouvement pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pour élargir mon point de vue, pour me sortir du fantasme. Le fantasme, ça serait quoi de dire, ah, ben, un jour, j'aimerais ça rencontrer des gens qui sont intéressants et qui sont en harmonie avec ce que je fais et ce que je suis. Ça, c'est en l'air. Je lance cette idée un jour, et ça, c'est une forme de suggestion. Un jour, hein, un jour. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas quand ça va se faire. Donc, j'ai le choix de dire un jour jusqu'à la fin de mes jours, sans jamais rien faire, ou je peux dire un jour, aujourd'hui, je vais commencer à me donner la permission d'aller rencontrer des gens qui sont en harmonie davantage avec moi. Donc, vous voyez, c'est un peu ça qu'on pourrait dire par rapport à cette idée-là. Donc, évidemment, si j'amène ces changements-là, ben, encore une fois, je me mets en relation avec de nouvelles personnes, je me mets en relation avec de nouveaux milieux. Alors, inévitablement, ça ouvre la porte à me mettre en relation avec la vie. La vie va me donner des signaux, va m'envoyer des signaux. Je vais rencontrer quelqu'un, elle va me refléter quelque chose. Je vais faire des actions, je vais me sentir différemment. Si je vais voir sur un site Internet de rencontre, je vais peut-être me sentir angoissé. Cette angoisse-là, mais quelque part, pourquoi elle est là? C'est ça un peu le principe de la loi action-réaction. C'est de reconnaître, effectivement, il y a une action que je fais, puis l'action ben, entraîne une réaction, et cette réaction-là, ben, elle me parle. C'est une réaction qui me concerne moi. Ça peut être aussi une personne qui est devant moi, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait réagir aussi. Donc, c'est ça un peu le principe de l'apprentissage qui peut être fait sans passer par une pratique de la pleine conscience intuitive. La pleine conscience intuitive, c'est une méthode pour augmenter notre habileté à devenir de plus en plus conscient. À certains que dans la vie de tous les jours, ça ne veut pas dire que parce que je ne fais pas de pratique de pleine conscience intuitive, ben, que j'oublie tout le reste. Donc, ça peut s'intégrer parfaitement dans la vie quotidienne, ce type de travail-là. Et c'est une belle façon de procéder, peut-être qu'on vient de le voir ensemble. Alors, évidemment, le journal intime peut toujours être intéressant pour nous aider à se situer par rapport à ça. Karine qui dit merci physiquement, il y a une grande faiblesse et 2 rhumes de suite. Et en même temps, il y a une grande vertu, un grand cheminement. Je vois donc un bug au-delà des remèdes naturels. Donc, c'est certain que le cuivre argent, par exemple, en oligo-éléments, est reconnu comme étant un stimulant immunitaire qui va aider justement à pouvoir remonter face à une situation comme celle-là. Et comme je te dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être vues à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose que je te dirais, c'est que tu sais, Karine, quand on veut dire quelque chose, tu sais, des fois, on a une certaine appréhension de devoir dire des choses, de devoir communiquer des choses, de devoir prendre sa place, de devoir affirmer qui on est. Alors, je te dirais, va voir, explore cette avenue-là. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu peux trouver à ce niveau-là pour travailler davantage sur ton système immunitaire. Parce que là, tu vois, ce que je sens, c'est un peu comme une inhibition de ton système immunitaire parce que justement, tu te refuses de te donner l'espace que tu mérites. Ça, c'est un peu comme ça que je pourrais dire ça. Sophie qui me dit, oui, tu as répondu. Est-ce que l'âme a des aspirations ou ne devrait-elle que se relier, voire se soumettre au vivant? Euh, L'âme, à quelque part, on pourrait voir ça d'une façon caricaturale comme l'âme, c'est une énergie expansive. Alors, si on fait une énergie expansive, c'est une énergie de négantropie aussi. Donc, une énergie expansive, négantropique. Donc, elle n'est pas liée à l'espace-temps, elle n'est pas liée à la matière et elle n'est pas liée donc à un jour je ferai ça. Non, l'âme a une expression lumineuse et évidemment, nous, dans la matière, on est pris par cette lumière qui nous illumine alors qu'on n'est pas prêt à la recevoir. Alors, comme on n'est pas prêt à la recevoir, c'est là que toute la vie va se mettre en cours, c'est-à-dire que toute notre incapacité à accepter cette lumière-là, ben, toute notre vie, on va chercher justement à créer de l'espace pour être capable de lui donner son espace, l'espace qu'elle nous demande, pour être capable d'actualiser qui on est, justement. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un peu comme ça qu'on va se retrouver dans dans la situation à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si je réponds à tes questions là-dessus, mais c'est un peu ce que je te dirais. Donc, oui, l'âme, elle a une expression, quelquefois une aspiration claire, nette et précise, mais elle est dans son immédiateté. Donc, nous, on est confrontés à devoir faire du ménage pour être capable d'accepter cette âme-là pour qu'elle puisse enfin s'intégrer en nous. C'est comme ça qu'on peut voir.
Robert qui dit merci, je pensais aussi à se laisser porter par l'inconnu, à ce gros coïncidence se produisant devant nous. Par exemple, suivre un autre chemin lorsqu'on marche, se laisser surprendre. Bien sûr, c'est un grand classique, cette façon de faire. Maintenant, cette façon de faire que tu décris, pour moi, elle est non engageante. C'est la plus simple, en fin de compte. Elle n'est pas mauvaise, hein, mais c'est la voie simple, la voie un peu, entre guillemets, de jeu. Donc, c'est super. Maintenant, quand on veut entreprendre une démarche de synchronicité ou de coïncidence ou d'ouverture à de nouvelles probabilités qui sont en nous, mais évidemment, on va s'engager dans quelque chose qui est plus sérieux, un peu comme un contrat sacré dont on a déjà parlé dans le passé. Mais effectivement, si on veut effectivement on crée des conditions de surprise qui ne sont pas classiques, et c'est certain que là, on ouvre la porte à des possibilités, à d'autres probabilités. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, de se permettre de faire ça, mais ça reste quand même des voies qui sont... c'est un peu comme dire, ben oui, je prends un autre chemin que d'habitude. Donc, c'est super, mais cet autre chemin d'habitude, ben c'est un peu comme dire, je vais faire une grande caricature en disant comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est ton cas, Robert, mais toi, ben, je suis perdu, mais comme je suis perdu, bon, ben, je sais pas où aller, bon, ben, je vais prendre un autre chemin que d'habitude parce que je prends toujours le même chemin, puis ça m'amène toujours l'impression qu'il n'y a pas d'aller nulle part, ben, je prends cet autre chemin-là. Ça peut être des voies qui vont nous amener à une réflexion, qui peuvent nous amener à une autre vision. Sauf qu'un jour ou l'autre, il va falloir que tu t'assoies, ben, et là, je m'adresse à toi, mais je m'adresse à tout le monde, là, et que tu dises, OK, qu'est-ce que ça m'apporte de prendre un autre chemin? Et à un moment donné, c'est que ça se peut que le chemin devienne évident, c'est-à-dire qu'un nouveau chemin prenne forme et que tu te sentes en harmonie, etc. Mais c'est possible aussi que ça demande un temps de réflexion pour être capable de nourrir le changement. Nourrir le changement, c'est de dire, oui, c'est bien beau que je prenne un autre chemin, mais moi, je m'en vais où, là? C'est où est-ce que je vais aller, moi? Tu vois? Ça nous amène à la responsabilité. La responsabilité, c'est un jour ou l'autre, je dois être responsable de ma vie. Je dois être responsable du chemin que j'ai envie de prendre. C'est ça un peu qu'on pourrait dire aussi là-dessus. Karine qui dit merci, je vais aller dans cette direction, c'est bien. Donc, ensuite, OK, bonsoir, Ponce. Je dis Ponce, je sais que c'est Evelyne, je pense, ou Véronique, je ne sais plus si on s'était déjà dit son prénom, mais voilà. OK, donc on a fait le tour des questions jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous aimeriez poser? Voilà, voilà. Un peu de retard, c'est Véronique. Voilà, je me rappelle que c'était... Alors donc, finalement, c'est ça, c'est que si je reviens avec la question que Robert posait, que je crois finalement qu'il est important aussi de se rappeler, puis c'est dans ce sens-là sans doute que Robert l'a posé, c'est légèreté, plaisir, ne pas se casser la tête, faire les choses simplement. Donc, c'est certain que dans des conditions comme celle-là, la pratique de la pleine conscience intuitive, elle engage une certaine forme de responsabilité qui peut quelquefois être lassante et être lourde. Donc, évidemment, la pratique de la pleine conscience intuitive, on ne peut pas nécessairement ça chaque jour. Hein. On peut faire ça une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois même. Hein. L'idée, c'est quand même d'avoir une espèce de regard un peu témoin qui observe notre vie. Alors, si moi, je n'observe pas ma vie, ben, il va le faire. Hein. Donc, l'observation, c'est un élément fondamental et la pratique de la pleine conscience intuitive, plus on la pratique, plus on se sent habilité à le faire. Maintenant, quand on atteint des nœuds de conscience, les nœuds de conscience, c'est quoi? C'est les nœuds dans lesquels on a l'impression d'avoir le nez sur un mur qu'on est capable de voir clair. Tu vois? À ce moment-là, on est dans une impasse, et cette impasse-là fait qu'on se sent fatigué dans notre pratique intuitive parce qu'on a l'impression de ne plus avancer. On a l'impression de ne plus évoluer. On a l'impression, quelque part, qu'on a fait le tour de quelque chose, mais on n'arrive pas à voir au-delà de ça. On est prisonnier d'un état. Et c'est là, évidemment, que quand on a cet état-là, ben, je dirais, ben oui, permettons-nous de faire des pauses, de moments de détente. L'important, c'est de s'aimer, prendre soin de soi, se permettre de faire des choses différentes, comme Robert proposait, prendre un autre chemin que d'habitude, etc. On ouvre la porte, effectivement, à quelque chose de plus ludique à ce moment-là. On s'enlève de la pression. On s'enlève cette espèce de sentiment qu'il faudrait toujours progresser, toujours cheminer, toujours avancer. Ben, c'est pas vrai. On n'a pas à cheminer et à avancer tout le temps. On a être heureux, première chose. Le premier élément qui va faire qu'on va avoir une vie qui va nous satisfaire, c'est qu'on soit heureux. On soit heureux et qu'on ait une certaine sécurité, qu'on ait un certain épanouissement au niveau relationnel, etc. Donc, je pense qu'il y a des basiques là, dans la vie. Il faut se le rappeler.
Ces basiques-là font qu'on est capable d'arriver à se dire, ouais, je suis bien avec moi. Et je pense que ces basiques-là sont importants à se les rappeler. Puis dans ce sens-là, le bonheur, finalement, c'est à chaque jour qu'on peut se donner comme, entre guillemets, comme devoir, entre guillemets, de dire, ben oui, moi j'ai envie d'être heureux. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour être en harmonie avec moi? Ouais, c'est des choses toutes simples qui impliquent pas, quelque part, qu'on fasse des grandes démarches de pleine conscience intuitive. C'est simplement, ça implique qu'on soit connecté avec ce qu'on aime, ce qu'on veut pas. Vous voyez? Qu'on focus là-dessus, qu'on incarne ça. Et ça nous ramène à cette notion de probabilité. Plus j'incarne des choses qui me font envie, plus je donne de la probabilité, de la force de probabilité que ça puisse se manifester. Donc, je pense que c'est important aussi de se le rappeler. Comment unir la conscience à l'intuition? Ben, c'est une drôle de question, parce que l'intuition et la conscience, pour moi, c'est comme, on pourrait presque dire que c'est comme une forme de synonyme. Maintenant, je pense comprendre un peu la question, c'est que la conscience, c'est, moi je suis un fait de chair et d'os, et la conscience, c'est quoi? C'est mon champ énergétique qui, lui, est un ensemble de ma conscience. C'est l'expression de ma conscience. Hein, les physiciens parlent de cerveau délocalisé pour bien signifier que le cerveau n'est pas dans la tête, il n'est pas dans le cœur, il n'est pas dans le ventre, parce qu'on dit maintenant qu'il y a un cerveau au niveau de la tête, un cerveau au niveau du cœur, puis un cerveau au niveau du ventre. Mais là, dans les physiciens vont plus loin, ils disent que c'est délocalisé. Ça veut donc dire que le cerveau, il est partout dans la conscience. Donc, quand on dit comment unir la conscience à l'intuition, ben, quelque part, c'est que la conscience, elle est là. L'intuition, c'est la capacité que tu as de voyager dans la conscience pour être capable d'accéder à des intuitions. Et ça, c'est là que la pleine conscience intuitive a sa force, parce que justement, il y a une méthodologie qui est proposée pour être capable de pouvoir questionner, interagir avec justement la conscience pour que les intuitions deviennent de plus en plus claires, de plus en plus nettes, de plus en plus précises. Dans ce sens-là qu'on peut unir la conscience, vraiment la pleine conscience intuitive. L'objectif de la pleine conscience intuitive, c'est d'arriver à être pleinement conscient de cette conscience-là, quelque part, qui anime notre champ énergétique, et d'être capable, donc, de pouvoir y accéder par une voie intuitive, qui est la pleine conscience intuitive. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je te répondrais là-dessus. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur l'ensemble des choses qui ont été vues, soit par rapport au thème de la conférence, ou encore sur la pratique, ou encore sur des thèmes qui vous concernent plus personnellement? Merci Karine, merci à tous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va simplement s'arrêter ici. L'idée, c'est de répondre au flot de l'information qui circule. Mais en fait, avec le temps des fêtes qui approche, ce qu'on peut certainement dire pour conclure peut-être notre entretien, c'est que, bon, on va oublier un petit peu la crise parce que ça, c'est un autre truc, mais par rapport au temps des fêtes, qu'est-ce qu'on apprend du temps des fêtes finalement? Le temps des fêtes, c'est une occasion pour rencontrer la famille, pour aussi se retrouver dans une position de festivité, en fin de compte, dans le temps des fêtes. Et qu'importe les festivités, à quoi elles vont ressembler, parce que je sais qu'elles peuvent être un peu réduites, tant ici au Québec qu'en Europe et partout ailleurs. Mais l'important là-dedans, c'est quand même de se dire, ben, c'est de quelle façon que j'ai envie d'aborder cette période des fêtes, en fin de compte, pour me permettre justement d'être peut-être plus en accord avec qui je suis au fond de mon être. C'est-à-dire que oui, je vois les festivités, oui, je vois les rencontres familiales, je rencontre avec des amis, bon, plein de choses. Et peut-être l'occasion, parce qu'avec le nouvel an, c'est une belle occasion, de pouvoir se dire, ben oui, c'est quoi que j'ai envie, moi, de l'année 2021, qui approche, c'est quoi que j'ai envie, moi, de mettre en place pour d'être davantage en accord avec qui je suis. Et peut-être que les occasions de ces festivités qui approchent peuvent être des occasions aussi pour nous donner l'opportunité de se dire, ben oui, j'aurais envie, moi, de me supporter dans cette voie de transformation, puis de mettre en place un plan d'action qui pourrait être je pourrais me lancer un défi pour l'année qui vient, qui serait d'être davantage en accord avec moi-même. Ça pourrait être intéressant. Comment voyager dans son corps si on a du mal à recevoir les messages? Mais en fin de compte, tu vois, la pleine conscience intuitive, elle nous enseigne trois choses. Lecture intuitive, déprogrammation et soins.
Donc, comment on va agir dans son corps si on a du mal à recevoir les messages? Ben, recevoir les messages, c'est la position passive. Maintenant, tu peux émettre des messages. Tu vois? Émettre des messages, tu peux aller dans ton genou qui te fait mal, par exemple, plutôt que d'attendre que ton genou te parle, toi, tu peux y parler. Alors déjà, c'est une position qui est différente. Et une position, quelquefois, qu'on néglige, parce qu'évidemment, c'est pas la position idéale dans la pleine conscience intuitive que d'émettre un message. Sauf qu'émettre un message peut entraîner des réactions dans notre genou. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la déprogrammation. Si tu ne reçois pas d'informations, tu vas me dire, oui, mais je ne peux pas faire de déprogrammation parce que mon corps ne me dit pas c'est quoi ses besoins. Mais je peux, moi, donner à mon corps ce que je crois qu'il a besoin. Encore une fois, je vais voir comment il va réagir. Et dans le soin, je peux très bien donner à mon corps un soin et voir comment il va réagir. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas de réponse qui vient à toi, ben, tu vois qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites quand même, qui sont de l'ordre de l'action, qui concernent l'aspect d'action-réaction. Si moi, je mets ma main sur mon genou et ça me fait du bien, c'est une réaction. Mon genou me témoigne une réaction. Ah, je sens un bien-être quand je mets ma main sur mon genou. Donc, ça, c'est une réaction. Et cette réaction, si je prends le temps de questionner, pourrait m'amener à une compréhension plus large. Mais peut-être pas. Peut-être que ça va s'arrêter là. Pas grave. Ça me fait du bien. Donc, je vais poursuivre jusqu'au moment où je vais peut-être arriver à un certain sentiment de bien-être. Donc, tu vois que le questionnement n'est pas essentiel. Le questionnement, ça me permet de comprendre. C'est pas essentiel de comprendre tout le temps, là. Donc, on peut très bien faire des déprimations, des soins pour nous amener justement à favoriser un bien-être. Et c'est quand même l'objectif ultime, c'est le bien-être. Après ça, évidemment, la compréhension, ça peut être intéressant, mais c'est pas essentiel tout le temps. Donc, tu vois, c'est ça un peu que je répondrais à Annette. L'intuition ne sera-t-elle pas guidée par notre âme, donc proche d'elle? Ben, ça revient à cette notion de conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Ben, la conscience, c'est un flot d'énergie, quelque part. On peut l'appeler la lumière. Maintenant, la lumière, elle a plusieurs densités. Donc, moi, je peux dire que l'âme est l'expression lumineuse ultime, mais dès que je commence à descendre dans un niveau de conscience inférieur, ben, cette lumière-là devient programmée par de la conscience mémorielle. La conscience mémorielle de quoi? Ben, d'expériences humaines. Sont les miennes, sont celles de mon histoire familiale, mémoire de l'histoire de l'humanité. Tout ça est une expression de l'âme, mais l'expression de l'âme qui est colorée. Et quand c'est coloré, bien inévitablement, ça m'éloigne progressivement de, de l'âme, parce que quelque part, ce sont des mémoires qui sont liées à une conscience, qui sont liées à l'expression de l'âme, mais qui sont polluées, colorées par une conscience qui peut effectivement me garder dans un niveau de conscience inférieur. Donc, c'est ça un petit peu que je te dirais. Donc, oui, l'intuition est guidée par notre âme, mais l'âme, quelque part, quelle que soit la dimension sur laquelle on travaille, tout ce sur quoi on travaille nous ramène à la lecture intuitive des programmations et soins qui, elle, me ramène vers la lumière, me ramène vers mon âme. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réaligner notre conscience à l'âme, et l'âme, c'est l'expression la plus pure de la lumière, et tout le travail de déprogrammation va nous aider à ce niveau-là. Voilà. La plupart du temps, je ne sais pas quelle question poser pour aller de l'avant. Est-ce que tu es quelqu'un qui communique beaucoup, Louise, avec les gens dans la vie de tous les jours, physiquement? C'est-à-dire, est-ce que tu es quelqu'un qui communique facilement avec les personnes, que tu as une aisance à poser des questions, à interagir avec les gens, etc.? Je pose la question parce que bien souvent, les gens qui me posent des questions comme ça, ce sont des gens qui ont la même difficulté dans le relationnel. Parce que, tu sais, quand tu me dis, je ne sais pas quelle question poser, je rencontre quelqu'un dans la rue, oui, poser des questions aux autres, mais pas à moi. OK, donc tu as facilité à poser des questions à toi. Ben, toi, ça veut donc dire que tu as la réponse. Si tu sais poser des questions avec les autres, ça veut donc dire quelque part que tu n'as pas une position de neutralité avec toi-même. Parce qu'une position de neutralité, ça voudrait dire quoi? Mon genou, c'est pas moi. Mon genou, c'est une facette de moi et je dois m'adresser à mon genou comme si c'était une personne. Si je suis capable de parler avec Jean-Jacques et de lui poser plein de questions sur sa vie et que lui est capable de me répondre, mais de la même façon, je vais m'adresser à mon genou avec la même curiosité que je peux avoir avec Jean-Jacques. Et c'est là, quelque part, que je vais prendre le temps d'interagir avec mon genou pour lui dire, mais pourquoi tu es plus gros que dans la réalité? Hein? Pourquoi
mon genou est 2 fois plus gros que la réalité. Pourquoi tu es 2 fois plus gros? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vois, c'est vraiment, puis quand tu me dis, c'est quoi les questions quelque part, ça, c'est une façon. Je m'adresse à la perception pour comprendre qu'est-ce qu'elle me montre, voit, entend ou ressent. Alors, peut-être que déjà, tu n'as pas des informations précises à ce sujet-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment je me positionne par rapport à l'information. Mon genou, je me mets en communication avec mon genou, puis je sens de la tristesse. Puis je me dis, non, pourquoi je questionne la tristesse? Parce que c'est mon genou en question. C'est peut être intéressant de dire, OK, genou, je voudrais te dire que quand je me mets en communication avec toi, je me sens triste. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, vous voyez, c'est des choses comme ça qui vont faire qu'il y a un échange qui va prendre forme. Et cette notion d'échange qu'on doit chercher à mettre en place le plus possible. Et si l'autre façon de faire, c'est de dire simplement, ben voilà, j'ai pas de réponse de toi, genou, mais j'aimerais te dire que moi, je suis fâché. Je suis fâché parce qu'actuellement, dans ma vie, ça va pas bien. Puis tu me fais des douleurs, genou, puis ça me rend pas heureuse parce que j'ai l'impression que tu m'empêches d'avancer. Moi, j'aimerais ça avancer. Alors, vous voyez, là, vous êtes dans un échange où vous communiquez à votre genou ce que vous dites, ce que vous expérimentez, et encore là, vous êtes attentif aux diverses réactions résistantes qui pourraient en résulter. Ça peut entraîner donc une plus grande aisance dans la communication quelquefois. Sophie, la déformation est-elle obligatoire ou l'ouverture à l'âme serait-elle ou est-ce un processus conjoint? Euh, Ça, c'est une question, moi j'appelle ça une question théorique. Parce que si on regarde maintenant du point de vue pratique, euh, c'est clair que c'est obligatoire la déploitation dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que quand je communique avec mon genou, par exemple, et que dans mon genou, je vois une mémoire de moi, enfant, qui s'est senti abandonné, je pourrais dire, ah, mais je ne suis pas obligé de déprogrammer parce que l'âme, l'ouverture de l'âme va suffire à me libérer de ça. Théoriquement, c'est vrai. Mais dans la pratique, cette mémoire-là qui se trouve là dans mon genou, qu'est-ce que je fais avec? Souvent, je vais pouvoir donc interagir avec. L'intérêt de la déprogrammation, pourquoi on l'a fait, la déprogrammation? Peut-être revenir sur quelque chose d'important. La déprogrammation, c'est pas juste de dire, ben, je donne ce que la région a besoin, je réponds à un besoin qu'elle a, je vais la transformer, puis quand elle est transformée, je passe à autre chose. Non. Quand elle est transformée, je commence à apprendre, à découvrir qu'est-ce qui émerge du changement. Et qu'est-ce qui émerge, ça va être quoi? C'est un nouveau comportement. C'est une nouvelle probabilité dans le champ d'énergie. Et cette nouvelle probabilité va me servir à quoi? Elle va me servir de mieux m'ajuster dans ma propre vie pour amener une transformation. Donc, la déformation me sert pour me sortir de quelque chose de connu, pour accéder à quelque chose qui est plus de l'ordre des probabilités qui n'ont pas été actualisées jusqu'ici dans ma vie. Donc, la déprogrammation me sert de guide pour me permettre d'accéder à mon âme d'une façon plus importante. Et on ne peut pas demander à l'âme d'intervenir à quelque chose qui, si on n'est pas en connexion avec, tu vois, on dit oui, mais l'âme, tout le monde l'a, oui, tout le monde l'a, oui, mais est-ce que tout le monde est capable de communiquer avec elle, d'être en interaction avec elle? C'est là, quelque part, qu'on comprend que le processus intuitif, c'est quelque chose qui va nous permettre justement de faire du ménage dans notre propre structure psycho-émotionnelle pour accéder à l'âme, pour accéder à la lumière, qui, elle, va être pure, qui va nous libérer justement de toutes les programmations qui ont pu se manifester jusqu'à maintenant. Tu vois? Donc, c'est ça un petit peu que je te dirais, Sophie. OK. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres questions avant qu'on termine? Bienvenue, Sophie, bienvenue. OK, donc ben, le mois de décembre, vous savez comme moi qu'il y a un autre petit mail que je vais envoyer, comme je fais habituellement, et dans lequel il y aura donc une invitation pour une conférence, un webinaire comme d'habitude. Le début de la formation est pour quand? Donc, quelle formation tu parles, Louise? En fin de compte, les formations, en fait, commencent au mois en début d'année 2021. Là, il y a un groupe qui est actuellement en cours pour faire le week-end d'introduction. Et après, donc, l'introduction, c'est la base. Donc, le week-end d'introduction se fait donc en ligne, plus souvent qu'autrement actuellement, vu la situation. Et après ça, bien évidemment, après cet enseignement-là qui présente la base de l'enseignement, le week-end d'introduction, c'est vraiment la base
il y a 4 mini-ateliers où on fait un genre de survol des grandes applications, disons, de base de la pleine conscience intuitive. Après avoir fait ça, là, les gens peuvent choisir diverses voies d'enseignement. Il y a la formation, il y a le programme Réalise-toi, c'est un programme de 18 mois dans lequel les gens apprennent à développer la pratique de la pleine conscience intuitive uniquement sur eux-mêmes. C'est vraiment une formation pour travailler sur soi. Et il y a une formation professionnelle qui est à côté de ça, qui se fait en 2 niveaux, le niveau de base et le niveau avancé. Le niveau de base nous permet de travailler sur 4 spécialisations. Donc, l'aspect énergétique, donc lecture les soins de l'aura et des fascias, soins de la spirale évolutive des chakras, ensuite la spécialisation coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire, et la 4e spécialisation qui va toucher aliments à l'âme et soins par les guides. Alors, ça, c'est 4 spécialisations qu'on apprend à travailler sur soi et sur un partenaire dans le premier niveau de formation. Et à la formation avancée, c'est 4 autres spécialisations: activation intuitive des ressources créatrices, ensuite les thérapies projectives et accompagnement. Okay? Donc, ça, c'est la 2e. La 3e spécialisation, c'est rituel chamanique. Et la 4e spécialisation, c'est enseignement grâce aux outils de la pleine conscience intuitive. Donc, ça fait 8 spécialisations qui vous permettent de vraiment travailler sur plusieurs plans avec la clientèle. Donc, c'est la formation professionnelle, programme Réalise-toi pour la formation plus personnelle, et vous avez des formations qui ont des thèmes bien précis comme auto-guérison, harmonie des émotions et des relations, qui sont ou aliments et soins par les guides, ou mission de transformation de l'être, ou soins de la spirale évolutive des chakras, qui sont des démarches personnelles, encore une fois, dans lesquelles il y a des accompagnements qui sont faits avec des objectifs très précis, où on vous donne l'opportunité de vraiment travailler sur une dimension bien précise et de vous accompagner pendant quelques mois pour atteindre un objectif thérapeutique. Mais ça, vous allez recevoir sans doute un petit cahier si vous le demandez, vous avez un petit cahier qui explique toutes les formations qui existent. Donc, c'est possible pour vous de l'avoir. Mais c'est normalement au mois de la rentrée, au mois de janvier, février, à mi-février probablement, que la formation officiellement va commencer des programmes de formation. Voilà. C'est pour ça, c'est ce que je répondrai à ça pour Louise. OK. Donc, si vous voulez bien, je vais m'arrêter ici, parce que je pense qu'on a fait un petit peu de tour d'horizon pour notre entretien. Alors, évidemment, il y a un replay, donc vous allez y avoir accès en début de décembre, quand je vous enverrai le mail qui vous présentera donc les prochaines activités du mois de décembre, qui évidemment vont être un petit peu moins, là, puisque dans les fêtes approchant, je vais voir un petit peu comment je m'organise. Je n'ai pas pris le temps de regarder, mais bon, vous allez recevoir un mail, et donc il y aura à la fin du mois, donc une certaine, comment dire, une relâche. Donc, pour le webinaire, ça va peut-être tomber au mois de janvier, finalement. Je me rends compte qu'on va peut-être sauter ce mois-ci pour le webinaire. Mais il y aura sûrement une conférence qui aura lieu, donc en début de mois, et peut-être qu'on combinera ça avec un petit webinaire pour faire quelque chose qui permettra aux gens de pouvoir profiter un peu de tout ça. Donc, voilà. Alors, je tiens à vous remercier de votre présence. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis donc à très bientôt. Donc, vous allez avoir des nouvelles pour le mois de décembre, pour ce qu'il en est pour les prochaines activités. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Passez une belle fin de soirée à chacun d'entre vous. Passez de bon temps. Au revoir.